Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Le mois de septembre est là, la saison NBA approche, le DH20 aussi, le DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA, un classement auquel vous pouvez participer. Vous pouvez voter pour vos 20 meilleurs joueurs NBA avec le lien dans la description. Votre classement comptera parmi celui des auditeurs. Cette année, on a l'objectif d'exploser le nombre de votes dans le DH20, donc n'hésitez pas à y participer. Les previews aussi approchent. On va vous concocter quelque chose d'intéressant cette année. Mais avant ça, aujourd'hui, on va parler de la news de la semaine dernière. C'est l'arrivée de Donovan Mitchell du côté des Cavs. Pour ce faire avec moi, j'ai tout d'abord un habitué. C'est Tom. Comment ça va, Tom, aujourd'hui? Ça va très bien, écoute Ben. Et toi? Bah moi, il y a un typhon qui arrive sur la Corée dans bientôt, donc ça va de manière, ça va quoi. J'expérimente le typhon, première dans ma vie. Et puis une de nos deux recrues, parce que oui, suite au recrutement Dunk Hebdo, c'est sa grande première aujourd'hui. On a avec nous Amine. Comment ça va, Amine? Très très bien, très content et honoré de vous rejoindre. C'est la question traditionnelle. Y a-t-il un peu de stress, Amine, pour cette première? Un tout petit peu. Mais ça va aller. J'ai confiance. Honnêtement, il y en aurait pas, Tom. Ça aurait pu être vu comme de la mauvaise confiance. Tu vois, le prospect qui directement arrive. C'est bien. La petite dose de stress est peut-être positive, je pense. Très bien. Comme on a eu, du coup, quand on vous présente Amine, je vais en profiter pour remercier tous ceux qui ont candidaté pour rejoindre l'équipe. J'ai été honnêtement submergé par le nombre de candidatures. Donc, j'ai essayé de répondre à tout le monde. Ceux qui ont passé le premier ou les quelques tests qu'il y avait, j'ai essayé à chaque fois de répondre à tout le monde. Si je n'ai pas pu, si j'ai oublié quelqu'un dans la liste, je m'en excuse. Mais c'est vrai que on vous remercie parce qu'on s'attendait pas à ce que ça ait autant de succès. Je vais finir avec ma petite répétition, c'est le mois de septembre, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous pouvez. Les 5 étoiles, le petit commentaire sur Apple Podcast ou à nous suivre sur YouTube. On a quelques petits problèmes d'upload sur YouTube en ce moment, quelques petits soucis avec notre logiciel d'enregistrement, mais tout devrait rentrer dans l'ordre. Comme le dirait si bien Adrien, le protocole est terminé. Petite pause et place au podcast. C'est donc la grande nouvelle de la semaine. Une nouvelle qui nous a rendu service, soyons honnêtes, Tom et Amine, parce que on était quand même arrivé à 2-3 jours du podcast sans grande idée de quoi parler pour ce week-end. Donc, Donovan Mitchell est arrivé aux Cavs en échange de respiration. Lauri Markkanen, Colin Sexton, Ochai Agbaji, 3 premiers tours de draft non protégés, 2025, 2027, 2029, et 2 possibilités de swap toujours pour le Jazz, donc en 2026 et en 2028. Les Cavs, une destination un peu inattendue. Amine, on parlait beaucoup des Knicks et finalement, ça a été les Cavs pour Donovan Mitchell. Quelle a été ta première réaction du coup? Ma première réaction au début, je me suis dit que effectivement, on l'attendait pas et que les Cavs veulent se positionner clairement tout de suite comme éventuellement un candidat au moins aux très très bonne place à l'est. Donc c'était un move qui peut paraître leur coûter cher, notamment en pick, mais ils perdent pas tant que ça de joueurs importants en tout cas, et ils peuvent vraiment être compétitifs. Même réaction, Tom, quand on voit parce que on sait qu'il y a eu un espèce de tango un peu compliqué entre les Cavs, justement, le Jazz et les Knicks. On s'attendait quand même un peu tous à le voir arriver chez les Knicks. Moi, je sais plus si c'était en off ou pendant une émission. J'avais mentionné la rumeur Cleveland pour Mitchell. J'y croyais pas, honnêtement. Est-ce que tu étais surpris aussi, toi, Tom, du coup? Très surpris d'ailleurs, moi je l'ai appris dans la conversation puisque c'est Elias qui avait publié du coup la capture d'écran du tweet. J'avais même demandé est-ce que c'était le vrai Wojnarowski qui avait tweeté ça, tellement j'y croyais pas de base. Et il s'est avéré que c'était vrai après vérification. Donc vraiment très surpris de voir Donovan Mitchell arriver dans cette équipe des Cavs. Surtout que en plus tu vois les Cavs on en a parlé plusieurs fois déjà depuis l'intersaison. Et je me souviens le dernier podcast qu'on a fait, on avait parlé de ce qui se passait au niveau du poste 2 où ils avaient investi quand même pas mal de ressources pour trouver le joueur à côté de Garland et ce fameux second porteur de balle, puisque
on l'a souvent répété, c'est quelque chose qui leur manquait l'année dernière, puisque lorsque Garland était sur le terrain, l'attaque fonctionnait et l'équipe était totalement viable, et lorsqu'il sortait du terrain, ça devenait vraiment très compliqué d'un point de vue offensif. Donc du coup, surpris mais intéressé par l'arrivée de Donovan Mitchell, qui va renforcer une équipe qui était dans le top 10 en défense, mais qui était dans le bottom 10 en attaque. Eh bien, parlons du fit, messieurs. Peut-être petit point aussi. Alors, Donovan Mitchell c'était pas une demande de trade, mais bon, en bonne et due forme. Mais on sait que Donovan Mitchell voulait partir et ça coïncidait avec le projet de reconstruction à Utah. À noter qu'encore une fois, on a un joueur qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait en termes de destination, parce que les destinations qui filtraient pour Donovan Mitchell, il n'y avait pas les Cavs à l'intérieur, donc c'est assez un élément à prendre en compte. Si on parle du fit chez les Cavs, Amine, t'en penses quoi de l'arrivée de Mitchell? Tom l'a dit, peut-être retirer un peu de responsabilité à Garland. Qu'est-ce que t'en penses? Alors effectivement, comme Tom l'a dit, en fait, ils étaient top 5 défense même, et 20e attaque l'année dernière. Donc l'idée, elle est simple, c'est rajouter de l'attaque et tout en gardant sa base défensive. En gros, finalement, par rapport à l'année dernière, Donovan Mitchell, c'est Donovan Mitchell contre Lauri Markkanen, puisque Colin Sexton n'a joué que 11 matchs et que Agbaji est un rookie et qui vient d'être drafté. Et donc remplacer Mitchell par Markkanen, ça implique le fait, l'année dernière c'était Okoro qui jouait au poste 2. Cette année, donc on va avoir Mitchell qui va soulager clairement Garland sur le partage de la balle. Et après, Mitchell a l'habitude de jouer avec justement un meneur qui partage avec lui la gonfle, et chacun se partage les tâches avec plus gestionnaire du côté de Garland, comme l'était Conley à Utah, et un Mitchell qui va être plus un joueur d'ISO, du pick and roll, pour permettre de varier les attaques. Et je pense que c'est vraiment ce dont avait besoin Cleveland là maintenant. Ils étaient beaucoup trop dépendants en attaque de Garland, et donc pour moi c'est vraiment un très bon fit. Surtout que défensivement, c'est un des endroits où c'est le moins grave d'avoir les deux petits, Garland et Mitchell, puisqu'on a une vraie déjà bonne défense avec Mobley et Jarrett Allen qui limitent la casse et permettent d'éviter de défendre, qui permettent la défense en drop et qui évite à Mitchell ou à Garland d'être trop exposé en fait. Amine l'a dit, deux petits. Il y avait Yaya Dubin, qui est un journaliste NBA assez intéressant à suivre sur Twitter, qui avait posté cet article très intéressant sur les backcourts titulaires en NBA depuis 2000-2001, avec des joueurs à 1,85, donc 6'1 ou en dessous. Et en réalité, on remarque que c'est assez rare. Alors, il y a une espèce d'accélération ces dernières années, avec notamment le duo Mitchell-Conley, mais globalement, un backcourt titulaire avec deux joueurs à 1,85 ou en dessous, il y a que 11 occurrences dans l'histoire de la NBA depuis 2000-2001. Ça reste un phénomène assez rare. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme l'a dit Amine, ça peut paraître difficile défensivement parce que dans ces 11 occurrences, il y a eu que deux backcourts à moins d'1,85 qui ont réussi à se classer parmi les top 10 défenses. On retrouve Mike Conley, Donovan Mitchell une année et Kyle Lowry, Fred VanVleet. Mais Tom, est-ce que la présence Allen Mobley rassure à ce niveau-là? Ah, moi je trouve que ça rassure clairement. Le fait d'avoir des joueurs qui sont aussi forts à la protection de la raquette et la protection du cercle, c'est-à-dire que ça marche bien quand les deux sont là et ça marche aussi bien quand il y a un seul des deux. Donc du coup, tu peux te dire qu'ils vont trouver un moyen de compenser. C'est vrai que notamment quand on parle de la défense du pick and roll, comme tu disais Amine, tu parlais du drop, il y a deux choses à voir dans le drop, c'est la capacité du défenseur qui est sur les lignes extérieures à pouvoir résister au premier écran qui est porté, pour pouvoir être un peu sur les talons du joueur qui avance sur le drop, de façon à l'emmener sur sa mauvaise main pour que ensuite l'intérieur puisse ait plus de facilité après à contester en ouvrant le moins meilleur angle, enfin le plus mauvais angle pour l'attaquant. Donc je trouve que il y aura un travail à faire, en tout cas du côté de Garland et de Donovan Mitchell de ce côté-là, parce que par exemple en revisionnant en fait quelques séquences de leur défense, je me suis rendu compte que par exemple en début de saison, Sexton, sur tout ce qui était
point of attack defense, donc en étant par exemple le joueur impliqué sur le pick and roll on ball. Je trouve que c'était plutôt intéressant ce qu'il faisait. Il a fait des choses que j'ai jamais vu Donovan Mitchell faire, notamment en se faisant petit pour naviguer entre les écrans, se battre sur les écrans. Je pense qu'il y a vraiment il y a le côté dureté, je pense, sur les lignes extérieures qui va être important à avoir. Mais après, t'as tellement de marge avec Mobley et Allen. Par exemple, Mobley, c'est quelqu'un qui peut te défendre 3 joueurs seuls. Si par exemple tu joues avec un non-shooter et Mobley, c'est le deuxième rideau de protection donc qui marque le gars qui est dans le coin, il défend potentiellement le drive du joueur qui va faire peut-être le playmaking sur short roll ou le ball handler qui arrive dans l'axe. Il défend le mec qui est dans le coin et il défend aussi le mec qui est à 45 grâce à son envergure. Donc avec un gars comme ça, tu peux te permettre d'avoir des joueurs un petit peu plus petits ailleurs parce que tu peux surcharger le terrain en nombre. Et puis à noter, parce que je vous ai amené les gars dans cette réflexion défense, mais offensivement peut-être pour recadrer le débat, Donovan Mitchell en termes de pull-up, parmi les 22 joueurs qui en tentent le plus en NBA, à plus de 8 par match. Et déjà là, quand vous regardez la liste, il y a que du joueur il y en a une bonne partie qui seront pas loin du DH20 ou qui seront présents. Et parmi ces joueurs-là, il se classe 8e à l'efficient field goal percentage. On a déjà eu des grosses séquences de Donovan Mitchell sur les playoffs, etc. Pour un peu continuer ce que tu as dit, Amine, ils ont payé cher, mais c'est un élément qui coûte cher, ça, et qui leur manquait. Oui, clairement. Clairement, l'arme du pull-up, c'était quelque chose qui leur manquait. La capacité à aller chercher les lancers francs aussi, qui est très bonne du côté de Donovan Mitchell. C'est des armes qui sont nécessaires pour être ultra bon en attaque, en fait. C'était une attaque un peu plus qu'average, même l'année dernière, Cleveland, en ajoutant Donovan Mitchell sur le poste 2, en plus qui était un poste où tu avais quelqu'un qui était négatif en attaque, avec Isaac Okoro. Donc ça change vraiment la vie d'avoir Donovan Mitchell à ce poste. Clairement, et puis tu parlais du pull-up, Ben. Honneur je pensais que tu avais terminé. Oui, je pensais que tu avais... Honneur au nouveau. Vas-y, Amine. Je pensais que tu avais terminé, excuse-moi. Je pensais que tu avais terminé. C'est ma faute, j'ai marqué une pause. Ça démontre peut-être aussi un constat d'échec déjà pour l'arrivée de Caris LeVert. C'est ça que je voulais dire aussi. C'est que l'idée, c'était d'avoir Caris LeVert à ce poste en définitive, et on s'est assez vite rendu compte que c'était pas suffisant pour être meilleur. On le savait. Vas-y, Tom. Vas-y, je te laisse enchaîner. Rappelons que, enfin, le match du play-in là face à Brooklyn, c'est Rondo qui est sur le terrain c'est Rondo qui est sur le terrain aux côtés de Garland. Et simplement pour revenir sur ce que tu disais au pull-up, au niveau du pull-up, par exemple Garland qui est très fort là-dessus, il est à 40% de réussite sur le pull-up à 3 points. Mais en fait, Donovan Mitchell, il apporte du pull-up, mais une qualité que je trouve est sous-estimée dans le jeu de Mitchell, c'est qu'il apporte aussi du catch and shoot. Notamment, on pourrait s'interroger sur le fit si Garland a la balle, que ferait Donovan Mitchell qui est plus un joueur qu'on a vu à Utah dans un rôle on-ball, mais off-ball, Donovan Mitchell, d'un point de vue de menace à 3 points, c'est quelqu'un qui est assez fort, puisque en dehors de sa saison dernière, depuis qu'il est dans la ligue, il a toujours été à plus de 40% à 3 points sur environ 3 tentatives de catch and shoot par match. Donc l'an dernier, c'est peut-être la saison qui est plus l'aberration, puisqu'il était aux alentours de 35-36%. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a toujours été au-dessus des 40% sur le catch and shoot à 3 points. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen d'être une menace. Et comme tu disais, Amine, quand tu vois par rapport à Okoro, il n'y a pas photo. Par rapport à Okoro, il n'y a vraiment pas photo. Puis c'est assez simple d'imaginer un Garland avec le ballon, un Allen ou un Mobley qui pose l'écran avec un Mitchell prêt à attendre à recevoir le catch and shoot. C'est une action qui est pas très difficile à imaginer, qui aurait beaucoup d'impact. Peut-être avancer une petite question que moi j'ai, les gars, avant qu'on soulève la grande question de qui à côté du quatuor Allen, Mobley, Mitchell, Garland, du coup, c'est peut-être sur la responsabilisation d'Evan Mobley, parce que je trouve que peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, ça lui met beaucoup de pression sur sa prestation offensive, ses capacités offensives, je trouve. Parce que pour que cette équipe trouve le plein potentiel, il faut que Mobley, peut-être pas cette saison, mais d'ici 1 an et demi, 2 ans, développe un petit shoot à 5 mètres.
Parce que autrement, en termes de pleine puissance offensive, s'il continue comme il a fait pendant sa saison rookie à prendre 66% de ses tirs dans la peinture, même si tu as 2 très très bons arrières, il y a une limitation au niveau de l'attaque. T'en penses quoi, Amine? J'en pense que je suis totalement d'accord et que il va falloir qu'il développe donc ce petit shoot au moins à 5 mètres, mais aussi même qu'il améliore sa réussite au cercle en vérité, parce qu'il a pris beaucoup de shoots dans la peinture, mais ses pourcentages sont pas terribles en vérité. On est sur des bonnes décisions souvent et tout, mais il est encore un peu soft dans la peinture. Donc peut-être même avant de développer ce petit shoot, déjà être plus efficace dans la peinture et en même temps essayer de développer ce petit shoot comme tu dis plus sur du moyen terme. Peut-être pas cette saison, mais en tout cas ça va être important notamment pour le spacing de toute manière parce que c'est pas Jarrett Allen qui va le développer ce petit shoot. En tout cas, Mobley en a plus les capacités et en tout cas Mobley en tout cas est central dans ce move. Pour moi, c'est pour dire on croit vraiment en Mobley. Bien sûr, Garland, on a vu ce que ça donnait, mais on croit vraiment en Mobley, en son développement pour qu'il soit même le troisième joueur offensif de ce trio. Tom, par rapport à la responsabilisation de Mobley, t'en penses quoi? Ben, moi, à l'inverse de vous, je trouve que le fait d'avoir Mitchell, ça lui permet de prendre plus de temps en fait dans son développement offensif, parce que en fait la traction arrière va vraiment, je pense, beaucoup monopoliser. Alors je pense que oui, je pense que la façon dont il va être, la façon dont les joueurs, il y aura le staggering des joueurs en fait, la façon dont les joueurs vont être divisés pour jouer avec lui. Du coup, dans ses combinaisons, il y aura, par exemple, il va jouer, je pense qu'il aura un style de jeu, par exemple, avec Donovan Mitchell, un style de jeu avec Garland, un style de jeu avec Rubio, un style de jeu avec Levert, si jamais celui-ci est là. Mais après, je trouve que les limitations, peut-être qu'on a vu de Mobley, c'est un peu dû au coaching de JB Bickerstaff, qui avait fait à peu près la même chose, je me souviens, avec Jaren Jackson Jr. À ses débuts à Memphis quand il était aux côtés de Marc Gasol, où il était vraiment dans un rôle très simple offensivement. Et c'est peut-être aussi le manque de créativité de ce coach-là en fait pour utiliser des joueurs qui sont qui sont pas anachroniques quoi, des joueurs qui ont un skill set et des compétences qu'il n'a pas l'habitude de voir quoi. Et du coup peut-être que ça va prendre un peu de temps pour ça va lui prendre un peu de temps pour développer des sets qui vont mettre en valeur la créativité de Mobley. Mais au contraire, je trouve que du coup, l'arrivée de Mitchell va un peu lui mettre moins la pression sur le besoin de volume et de mettre des points offensivement. Ça lui met peut-être moins l'impression lui, mais collectivement et même pour sublimer les arrières, ils auront besoin de ça en fait. C'est peut-être la manière, on voit le problème différemment en fait, je pense. C'est Mobley, personnellement, Mobley aura moins de responsabilités, mais pour l'équipe et pour les arrières, peut-être que ça sera plus important. C'est vrai. Et à noter, dernier petit point, les turnovers aussi. C'est une équipe qui en perd beaucoup. Mitchell en perd beaucoup. Mais Amine, je suis obligé de te lancer sur cette question parce que tu l'as mis dans notre trame et elle est assez simple. On met qui, du coup, à côté? Parce qu'on a 4 bons joueurs, là. Mais qui est le 5e? La question se pose forcément parce que celui qui était titulaire l'année dernière au poste 3, c'était Lauri Markkanen. Donc il est plus là. L'idée qu'on se fait facilement, c'est de dire bon, Donovan Mitchell arrive sur le poste 2, on décale Isaac Okoro au poste 3. Maintenant, Isaac Okoro, il est vraiment undersized. On l'a dit, offensivement, il est négatif. Il est même pas average, il est vraiment négatif. Et pour moi, c'est pas une solution. En tout cas, à mon avis, c'est pas une solution. Je pense que peut-être Bickerstaff va la tenter, mais en tout cas, c'est pas une solution. Il y a d'autres joueurs, par contre, qui sont dans l'effectif des Cavs aujourd'hui et qui sont intéressants. Dean Wade, qui jouait 20 minutes par match la saison dernière, qui était vraiment le backup de Lauri Markkanen. C'est un très bon défenseur. Il shoot aux alentours de 35-36% sur ses 2 premières carrières NBA à 3 points. Donc, il t'apporte du spacing. Pour moi, même si peut-être qu'il pourra pas jouer le temps d'un titulaire, pour moi, ça me semble presque évident que c'est lui le remplaçant de Markkanen. Surtout qu'il fait 6'9", donc ça conserve cette idée de tall ball au niveau des forwards pour compenser la petite taille du backcourt. Donc pour moi, ça me paraît évident. T'as d'autres joueurs comme Lamar Stevens qui a plus joué au poste 4, qui est plus petit mais qui est plus tanké et qui est intéressant aussi à mettre sur les postes de forward. Il y a toujours, on a beaucoup parlé de Cedi Osman. Moi, je suis pas sûr qu'il a encore un avenir aux Cavs.
J'en ai même vu certains dire que Caris Levert titulaire au poste 3, moi ça me paraît évident que non. Et je vois même plutôt Caris Levert être un asset, là c'est sa dernière année de contrat, pour peut-être aller chercher un 3 justement. Je sais pas ce qu'en pense Tom là-dessus. Bah moi franchement, je partirais sur Dean Wade, hein, un peu pour les raisons que tu as dit. Je pense que c'est lui qui est plus je pense que non seulement l'an dernier, par exemple, quand Markkanen était absent, c'est lui qui avait les minutes, puisque quand tu regardes les joueurs qui ont commencé des matchs au Cavs l'an dernier, c'est lui qui a le 6e nombre de matchs commencés. Donc en dehors du 5 majeur, c'est lui qui commence le plus de matchs. Après, je trouve que il opère un peu dans les mêmes zones que Markkanen, puisque plus que la réussite que tu as dans ces zones-là, c'est aussi où est-ce que tu arrives à te placer sur le terrain où tu peux avoir un impact. Et je pense que c'est lui qui, même s'il est beaucoup moins dynamique, balle en main, et c'est un joueur qui est qui utilise moins sa physicalité en tout cas que Markkanen, notamment sur tout ce qui va être post-up, les high-low, des choses comme ça, c'est pas son type de jeu, puisque c'est plus un joueur qui a un profil d'extérieur que Markkanen, qui avait plus un profil d'intérieur, même si c'est un intérieur un peu shooter, on va dire. Je trouve que il a l'avantage de la taille. Je trouve que c'est aussi un bon facilitateur offensif, puisque ça manque de passing en vrai. Quand cette équipe des Cavs là, ça manque un peu de passing. Donc avec lui, je pense que ça peut faire l'affaire, un peu à la manière de Joe Ingles aux Cavs. Je pense qu'il est aussi, moi j'ai trouvé pas mal sur tout ce qui était attaque de close-out, qu'il avait pas peur de shooter. Donc je trouve que c'est lui aujourd'hui dans le complément, je vais pas dire parfait, mais le mieux adapté à ce 4 majeur là, je pense. Alors, pour moi, il y a 2 questions. Ce que je ferais, je suis d'accord avec vous, Dean Wade. Ce qu'ils vont faire, je pense qu'il y a une possibilité qu'ils mettent quand même Okoro, parce que le problème, si tu rajoutes Dean Wade à côté, vous l'avez dit, il est assez grand pour un ailier, tu obliges Mitchell et Garland, un des deux va devoir défendre le meilleur joueur de la ligne arrière en face, tous les soirs. Alors que si tu mets Okoro sur le 3, tu peux te dire, bon bah Okoro, parmi les 3 joueurs les plus petits en face, on le missionne sur un joueur et les 2 autres, on les cache entre guillemets. Pour moi, c'est des réflexions de saison régulière. Sur des playoffs, ils feront pas ça. Mais sur une saison régulière, ils peuvent le faire. Mais en vrai, qui défend, parce que je pense que ça c'est peut-être un starting five qui risque d'être adaptable en fonction des forces de l'équipe adverse. Parce que si par exemple le moteur offensif adverse, il est à l'aile, et tu commences avec Okoro, ça sert à rien. Oui, mais tu vois, dans la plupart des équipes qui vont jouer, il y aura, on en parlera peut-être plus tard après dans les trades qui ont été faits. Il y a des All-Stars dans la plupart des backcourts NBA, donc tu peux pas demander à Garland ils vont s'adapter, je suis d'accord, mais tu peux pas demander à Garland et à Mitchell de faire la mission sur eux tout le temps. Oui, mais parce au moins un. Je veux bien que tu acceptes, et je suis d'accord avec vous sur le fait que leur assise défensive leur permet, mais tu vas pas dire bon bah ok, on accepte de se faire blow by 45 fois par match. Mais je suis d'accord. Personne pour une petite pièce sur l'ami Caris Levert, Amine, Tom, personne. Non. 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 Ok. Sachant, j'avais noté quand même la stat. Caris Levert, qui n'est pas un bon joueur de catch and shoot, bizarrement avait fait une bonne vingtaine de matchs en catch and shoot avec les Cavs. Alors, est-ce que ça va se matérialiser? Parce qu'on est d'accord pour clore cette partie terrain. Ce qu'on veut avec ce poste 3, c'est un mec qui ne touche pas le ballon, qui globalement reste dans le corner et est capable d'être missionné en défense, sachant qu'on n'aura pas un vrai 3&D parce qu'ils n'ont pas ils ont pas les assets pour ça. Dans l'idéal, moyennement d'accord, j'ai l'impression. Dans l'idéal, un facilitateur quand même, un mec qui a du passing, comme l'a dit Tom, un Joe Ingles ça serait idéal. Mais le shoot sera très important aussi pour des problématiques de spacing. Donc un 3&D, un bon 3&D intelligent. Ouais. C'est ça, ouais. Il te faut quand même une valve de décompression dans ce 5-là qui est un peu taillé. Parce que, alors oui, je pense que, par exemple, Garland et Mitchell, ils vont ouvrir des brèches énormes sur la, tu vois.
juste un truc tout con, tu vois, les fakes de dribble and off. Tu vois, Garland, c'est un des meneurs de jeu qui n'est pas obligé de monter la balle tout le temps. Et puis quand il monte pas la balle, c'est quelqu'un qui reste actif quand même quand il a pas la balle. Ou sinon, il peut arriver, monter la balle, lâcher la balle en début de possession et faire confiance au système pour que le ballon lui revienne quand il y aura déjà un décalage de créer. Mais par exemple, je vois des trucs tout con, tu vois, par exemple, les fakes de dribble and off entre les deux, où t'as par exemple Garland qui remonte, Mitchell remonte la balle, il passe la ligne, t'as Garland qui arrive depuis un coin pour être servi, et puis au lieu de prendre la balle sur le dribble and off, t'as Mitchell qui part à droite et qui va directement au panier. Tu vois, c'est des trucs que j'imagine, mais il faudrait que quelqu'un puisse sanctionner après dans le coin par rapport à la rotation qui va se faire au niveau de la raquette quand Donovan Mitchell va arriver, tu vois. Donc là, c'est des trucs, je pense, tout simples. Et c'est là que je me dis qu'il faut quelqu'un qui puisse attaquer des close-out, quelqu'un qui puisse bouger, quelqu'un qui puisse sanctionner. Et je pense que Dean Wade, c'est la personne qui, aujourd'hui, dans l'effectif des Cavs, qui est le plus à même de faire ça. C'est ça, parce que le profil du mec qui fait beaucoup de choses, on est d'accord, ils peuvent pas se l'offrir. C'est un peu ça la difficulté pour eux. Alors, on a fait une bonne vingtaine de minutes sur le fit terrain. Parlons des Cavs dans la hiérarchie à l'Est maintenant. Amine, si je dis que les Cavs sont passés d'une équipe en lutte pour le play-in à une équipe qui peut espérer l'avantage du terrain, est-ce que tu serais d'accord ou pas? Espérer l'avantage du terrain, oui. L'avoir, ce sera une autre question, mais en tout cas, ils rentrent, on va dire, dans un top 5 à l'Est de potentiel. Il y a des équipes qui sont clairement mieux armées encore aujourd'hui, notamment Milwaukee, dont Cleveland est très loin, mais Cleveland est dans une situation où ils sont en train de construire, où ils veulent y aller. Je pense que l'idée, là, tout de suite, c'est de ne pas être en play-in, justement. À partir du moment où ils sont top 6 à l'Est, ça sera assez. Moi, je les vois plus top 6 globalement que top 4 aller chercher l'avantage du terrain. Je pense que l'avantage du terrain à l'Est, ça sera quand même pas si évident que ça. Mais être candidat, oui. Je pense qu'ils sont candidats. Quand tu rajoutes un joueur comme Donovan Mitchell, qui est un vrai initiateur de grande qualité, un des meilleurs qu'il y a dans la ligue, que tu l'ajoutes à un effectif très bon en défense, on a quand même cette idée que ce que va apporter Mitchell en attaque, l'idée c'est on a la top 5 défense, top 20 attaque. L'idée, c'est peut-être de perdre un petit peu en défense, d'aller sur du top 10 et d'être vraiment une équipe compétitive partout, en fait. Top 10, Tom, l'avantage du terrain est pas loin, hein, si t'es top 10. Ouais, c'est ça. Si t'es top 10, effectivement, l'avantage du terrain n'est pas loin. Moi, je dirais qu'il se classe clair. Alors, un peu comme Amine l'a dit, hein, je pense qu'il y a peut-être Boston et Milwaukee si on imagine le plafond de l'équipe. Si on imagine parce qu'on sait qu'il y a une grosse différence entre le jeu de saison régulière et le jeu de playoff, et les résultats que tu as en saison régulière ne sont pas forcément ceux que tu auras en playoff. Je trouve que pour la saison régulière, je serais pas surpris. Enfin, pour la saison régulière, moi, je limiterais un peu dans le troisième tiers. Par exemple, tu as le premier tiers, par exemple, avec deux équipes, Boston et Milwaukee. T'as le troisième tiers avec Philly tout seul, enfin pour moi en tout cas, t'as le troisième tiers avec Philly tout seul, qui peut être soit plus haut, soit plus bas en fonction de certains barbus. Et tu as le tiers du dessous qui commencerait du coup par les Cavs et t'aurais Toronto et Atlanta. Toronto, je les mettrais là tout simplement parce qu'en fait c'est une équipe de plancher, c'est-à-dire que c'est une équipe qui, comme elle mise beaucoup sur la défense et qui joue toujours dur, qui va à chaque fois gratter des victoires où tu l'attends pas, et en fait quand la saison se termine, tu dis ah bah tiens, ils ont 45 wins, ils ont 46 wins, ou t'es un peu surpris par ça. Donc ils ont peut-être pas le plafond offensif, mais ils ont le plancher défensif qui leur permet d'avoir des bons bilans en saison régulière. Mais je trouve que par exemple même des équipes comme Miami, tu vois, Miami qui a surpris, je les mettrais à peu près à ce niveau-là, quoi. Le troisième chapeau derrière les trois premiers. J'ai tendance à mettre peut-être les Cavs un peu plus haut que Tom. Alors moi, Miami, j'ai tendance, on en a déjà parlé, à les mettre haut sur le simple fait de leur division, en fait. Ils ont trois équipes que je vois pas. Ils ont deux équipes que je vois pas en play-off et trois que je vois pas en play-in. Et ils ont Atlanta qui est peut-être dans un chapeau un peu en dessous parmi les candidats au play-off play-in. Donc ça fait beaucoup de victoires en fait quand tu commences à faire des maths. C'est pour ça que j'ai un peu peur des Raptors aussi, parce que les Raptors sont dans une division où il y a Celtics, Sixers.
il y a l'énigme Nets. Ça fait 3 équipes où tu sais ça fait pas beaucoup, trop si ça fait beaucoup en fait. Quand 4 équipes de la même division, je donnerais peut-être cet avantage aux Cavs, surtout que ce point faible des Cavs, on l'a dit, le poste 3, qui pour moi, c'est pas la discussion du jour, sera totalement rédhibitoire en playoff, parce que quand tu as dans une conférence avec Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum et Jimmy Butler, tu peux pas arriver avec un déficit au poste 3. Ça sera, mais sur de la saison régulière, pour moi, ça peut être un assez bon équilibre. Donc, ils sont candidats, je pense, à l'avantage du terrain. Je pense clairement. Est-ce qu'on peut dire, les gars, avant de basculer sur la partie un peu plus peut-être théorique, analyse plus globale, est-ce que ces équipes Tom et Amine dont on a un peu parlé du chapeau un peu plus en dessous sont pas un peu les grandes perdantes? Parce que pour elles, le play-in se rapproche, en fait, mine de rien. C'est-à-dire que là, Bucks, Celtics, on les met à peu près au-dessus. On est d'accord, il y a une énigme autour des Sixers. On peut rajouter à ce groupe-là Miami. On a les Cavs, ça fait 5. On a les Nets qui flottent quelque part, on sait pas trop où. Mais déjà là, on est à 6 en fait. C'est terminé. Ouais. Donc, est-ce que vous les voyez pas un peu comme perdantes? C'était pas dans la trame, je suis désolé les gars. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que c'est pas typiquement Bulls, Raptors, un peu Atlanta, des perdants un peu de ce deal-là? Oui. Oui. Les Bulls en plus avec la nouvelle récente de Lonzo Ball qui est encore blessé, c'est surtout ça. Parce que les Bulls, ils auraient pu ne pas être si inquiets que ça si Lonzo n'était pas toujours blessé et de l'incertitude sur le fait qu'il allait jouer. Parce qu'on commençait à avoir une équipe qui, pour moi, peut autant rivaliser que les Cavs pour candidater à l'avantage du terrain. Surtout qu'on pouvait ajouter Patrick Williams cette année qui revenait de blessure, ce genre de choses. Mais effectivement, là aujourd'hui, Bulls, Toronto, disons qu'on est sur un entre-deux qui est pas si évident à gérer. Atlanta également, ils font des moves en plus, notamment Atlanta a fait un move, mais est-ce que ce move est le plus intelligent pour retourner en play-off directement et défendre son avantage? C'est compliqué à dire, mais ça paraît en tout cas. Cleveland, je pense, a vraiment embêté beaucoup de franchises, y compris même celles un peu au-dessus comme Philly, qui doit se dire faut peut-être faire un petit peu plus pour être sûr de faire la grosse saison. D'accord avec ça, Tom. C'est vrai que même pour ces équipes-là, comme le dit Amine, tu n'as pas le droit de dormir pendant la saison régulière parce que on l'a déjà répété. Historiquement, si tu n'as pas l'avantage du terrain, c'est assez rare d'aller rien qu'en finale de conf. Après, le move des Cavs, tu vois, là où c'est intéressant, c'est que, et là où c'est un peu dommage pour les équipes qui sont un petit peu plus en dessous, c'est que le move des Cavs, c'est pas fait pour une saison. C'est-à-dire que ils ont des joueurs qui sont censés progresser, t'as une progression organique. Si ça se trouve, à la fin de la saison, si par exemple, dans un an, on pourrait avoir les Cavs qui seraient, par exemple, ce qui était Utah à un moment, par exemple. C'est-à-dire, un groupe de jeunes joueurs, tu vois, par exemple, c'est pas exclu que tu vois les Cavs fassent une saison un peu comme a fait Memphis l'an dernier, tu vois, c'est quelque chose qui est pas exclu. Et si ça se trouve là où les Cavs sont aujourd'hui par rapport à l'âge de leurs joueurs et le niveau qu'ils ont, ben au final peut-être qu'à la fin de saison, tu vois, aujourd'hui on peut dire que sur leurs 4 positions majeures, ils ont un joueur qui est peut-être top 10 à sa position. On peut dire ça peut-être. Si ça se trouve, ouais. Tu vois, si ça se trouve, plutôt qu'avoir 4 joueurs top 10, ils peuvent avoir peut-être 2 top 10, mais peut-être 2 top 5 ou un truc comme ça. Tu vois? Donc ça aussi c'est des choses Vas-y Tom, vas-y. Ouais, ça aussi ce sont des choses qui ont un impact sur les équipes qui sont perdantes, puisque les autres équipes qui sont en bas, en dehors peut-être de Toronto qui est un peu dans un entre-deux, mais qui a quand même des assets. Le truc, c'est que, par exemple, Chicago, ils ont déjà des pics à envoyer ailleurs, donc ils ont moins de possibilités aussi de se renforcer en cours de saison. C'est vrai que Prime Donovan Mitchell, si on regarde ses meilleurs perfs dans un DH20, c'est un mec qui peut s'approcher du top 5 à l'arrière. En tout cas, enfin, quelle que soit la position qu'on lui donne, sachant que ça n'a plus trop d'intérêt de parler derrière. Bref, enfin, en tout cas, dans le poste 2, comme vous l'avez bien dit dans un podcast récemment, Tom avec Adrien et Madiane qu'on salue justement, où le poste est en évolution. Et Mobley, alors toujours se méfier, mais
les premiers retours qu'on a sur l'été. Alors c'est l'été, c'est la période des fantasmes. Au niveau du shoot, justement, on en parlait, il y a quelques rapports qui sont assez intéressants. On en a parlé, je vais lancer Amine là-dessus. Honneur à celui qui fête sa première. Tom, tu voulais en parler, mais je vais lancer Amine dessus. Les mouvements des équipes que j'ai intitulés dans la trame moyenne, c'est-à-dire que Atlanta, les Wolves et donc les Cavs, Atlanta, Minnesota, Cleveland ont été des acteurs de cette intersaison parce qu'ils ont réalisé les gros moves. Et quand on compare ces moves-là, du coup, Amine, qu'est-ce qui te plaît le plus? Parce que j'ai l'impression, tu l'annonçais déjà un petit peu, que à la lumière du move de Mitchell, celui de Dejounte Murray du côté d'Atlanta te paraît un peu moins inspiré, du coup. Oui, et surtout, en fait, celui de Cleveland me paraît beaucoup plus cohérent, beaucoup plus réfléchi, dans le sens où à Cleveland, tu as commencé par les fondations, à savoir, tu as commencé par construire une défense, ce qui est plus difficile en vérité à construire dans une équipe NBA. Tu as commencé par construire une défense et tu y ajoutes de l'attaque. Aujourd'hui, Minnesota et Atlanta, ils ont une attaque, très clairement, avec des joueurs très très forts offensivement, et ils veulent se construire une défense. Alors, Minnesota, au moins, ils ajoutent un joueur vraiment très impactant en défense. Au moins, ça de fait, Rudy Gobert. Atlanta, mettre un joueur bon défensivement sur le backcourt, je suis pas sûr, je suis convaincu que ça va pas régler les problèmes défensifs de Atlanta, en vérité. Donc, le move de Cleveland me paraît plus intelligent, plus sur une construction cohérente. On est sur 4 jeunes joueurs de moins de 26 ans qui vont porter l'équipe et qui sont sous contrat minimum jusqu'en 2025 avec une player option pour Mitchell. Donc pour moi le move de Cleveland en fait, il est presque parfait en fait. J'ai eu quelques petites réticences au début et puis en analysant un peu mieux, je trouve que c'est un move hyper intelligent, sachant qu'Atlanta a lâché beaucoup pour un joueur qui est loin du niveau de Donovan Mitchell. C'est pas faire offense à Dejounte Murray pour dire que c'est des joueurs qui sont pas comparables en vérité. C'est un très bon joueur, Dejounte, mais c'est pas un joueur qui va te porter une équipe. Mini, ça va dépendre aussi de comment est-ce que Towns peut vraiment jouer 4 à côté de Rudy Gobert. Est-ce que ça va vraiment marcher? Ça, on peut pas en être sûr à 100%. Est-ce que la défense va être bonne même avec Gobert? On a bien vu que Gobert à Utah, entouré de 4 plots, c'était quand même compliqué. Donc, c'est plus au niveau de la projection du coup pour toi, Amine. C'est ça, oui. Où tu te dis la projection des cases est un peu plus facile à faire que celle des autres. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Toi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Amine, notamment sur. Je vais te faire une question qui n'est pas une question, Tom, mais qui est plus une observation. Je t'amènerai à réagir. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt que la comparaison Atlanta, Minnesota, Cleveland, c'est vraiment la comparaison Atlanta-Cleveland. Parce que pour moi, ils partent du même problème. On a un meneur maestro undersize, donc petite taille, qui est un magnifique moteur offensif. Qu'est-ce qu'on fait? Et globalement, dans les moves de ces dernières années, pour moi, autant du point de vue intérieur, ces deux équipes font le même pari. Et c'est logique, elles se disent il faut des intérieurs défensifs parce qu'on peut pas faire autrement, ce qui explique les drafts récentes des Hawks, etc. Par contre, au niveau du poste 2 spécifiquement, ils n'ont pas du tout la même logique. Avec le move de Levert, notamment, avec le move de Mitchell, les Cavs sont dans une logique, il nous faut un très fort scoreur à côté de Darius Garland, là où les Hawks, quand ils ramènent un Chris Dunn, quand ils ramènent un Dejounte Murray, ils sont plus dans une logique. Eh bien, la suite pour nous, c'est de mettre comme l'a dit Amine, un bon défenseur pour essayer de solutionner ça. Du coup, dans ces deux philosophies, j'ai l'impression de voir émerger. Quelle est la plus logique selon toi au vu des trades qui ont été faits, Tom? En fait, je sais pas si on peut vraiment comparer ça parce qu'en fait, les deux sont arrivés sur le marché avec des budgets différents. Les Cavs, je pense que si Donovan Mitchell, si le trade de Gobert, par exemple, se fait avant le trade de Dejounte Murray, je pense que les Hawks font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont tenter un all-in sur Mitchell. C'est juste que dans la temporalité, ils ont fait leur move au moment où certains joueurs n'étaient pas disponibles sur le marché, je pense. Donc je pense que c'est plus ça que je pense que c'est plus vraiment leur côté timing que leur propre choix.
même si c'est vrai qu'il y a eu des antécédents, notamment avec Delon Wright aussi que t'as passé parmi la liste, ou que les fans des Hawks voyaient comme un dieu à la fin de la saison. Mais je pense que t'as aussi l'espoir, en fait, l'espoir de Trae Young off ball. Voilà, je pense que c'est aussi ça, tu vois, l'espoir de Trae Young off ball avec un autre playmaker, plutôt des défenseurs. Et on l'a vu sur leur draft, hein, ils sont allés chercher des profils ailiers qui défendent, là où par exemple les Cavs sont allés chercher Donovan Mitchell par exemple, ou même à la draft ils étaient allés chercher quelqu'un qui pouvait shooter. Donc je pense que c'est vrai que pour moi, les approches sont quand même différentes. Alors, je réponds pas totalement à ta question, mais pour moi, les approches sont quand même différentes. La question n'était pas bonne, donc vas-y, Tom. Non, c'est plus la temporalité, en fait, qui a fait que les Hawks font ce choix-là, et le budget qu'ils avaient à dépenser. Parce que, voilà, enfin, faut pas se leurrer. À Atlanta, il y a la situation de John Collins qui est un peu particulière. T'as la situation aussi de Clint Capela qui est un peu particulière aussi par rapport au Congo. T'as DeAndre Hunter qui normalement pourrait être, enfin, la vraie équipe d'Atlanta, on sait pas ce que c'est. Là où je pense que les Cavs, leur vraie équipe, ils savent ce que c'est, ils connaissent leur manque. Tu vois, parce que quand tu regardes les Cavs, si tu prends l'équipe avant l'arrivée de Donovan Mitchell, ils avaient 2 All-Stars et le deuxième rookie de l'année. Donc ils ont déjà la base. Alors que quand tu prends Atlanta, il y a juste Trae Young. En vrai, à l'échelle de la ligue, il y a juste Trae Young qui est All-Star, et après t'as des bons role-players à côté. Donc pour moi, ils partent pas du même endroit, donc du coup la réponse qu'ils ont amenée est différente. Est-ce que dans la dans la temporalité justement dont tu parles, est-ce que c'était pas Atlanta qui devait forcer pour Gobert finalement, histoire d'avoir vraiment ce mec qui sécurise totalement ta raquette et qui permet de ne pas jouer. On dirait qu'Atlanta veut jouer du switch avec Trae Young, c'est pas possible. Donc il fallait un super défenseur de drop, mettre tout sur Gobert, quitte à perdre par exemple, je pense qu'avec un Okongwu qui est très prometteur, des choses comme ça, tu pouvais les mettre dans des packages, et plutôt que de faire des Dejounte Murray, héliocentrisme offensif avec Trae Young, héliocentrisme défensif avec Gobert. Mais tu vois, après ils sont pas les seuls à faire comme ça. Regarde les Blazers. Les Blazers ils se sont dit ils vont switcher, ils ont tout changé, sauf la défense du point d'attaque et l'angle défensif. Ils vont pas switcher. Ah oui. Ils vont pas switcher. Bah oui. Puis tu vois, t'as bien fait de le citer, Amine. Au Congo, le front office, les fans des Hawks sont très très fans de lui. Ça reste un haut choix de draft qui a pas encore eu sa chance. Et n'oublions pas que Cam Reddish. Et n'oublions pas quand même que Travis Schlenk est un mec qui vient de l'école Warriors Draft. Échanger un paquet de ces jeunes prometteurs dans un trade pour un joueur déjà confirmé. Alors oui, échanger des choix de draft et des joueurs que tu as draftés, au niveau affectif, c'est pas la même chose. Donc je pense que il y avait peut-être de ça. Avant d'enchaîner sur justement ces équipes qui parient très vite sur leur jeune potentiel, les gars, peut-on juste revenir, parce qu'on a évoqué ces 3 équipes, les valeurs échangées, quand même, on reste quand même assez dingue. Ce même Yaya Dubin a fait un très bon tableau sur les valeurs échangées pour des All-Stars pérennes, donc les joueurs qui ont fait les 3 derniers All-Stars chaque fois. On voit qu'au début des années 2000, on est sur 1 tour de draft, 2 tours de draft, 3, Jimmy Butler, Paramini pour, à l'époque, un seul tour de draft. C'est des joueurs très souvent qu'on échange, on n'échange pas des tours de draft. Et puis, boum, 2019, Paul George, 7 tours de draft. Et là, depuis, c'est un peu devenu la norme. Je sais pas, Tom, Amine, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est, maintenant, je l'ai un peu mis sur Twitter de manière, je sais pas, provocatrice. Est-ce qu'il faut, quand on est une équipe moyenne, mettre autant pour s'assurer de passer un tour, voire plus? C'est devenu le nouveau prix? Je pense que les équipes sont plus enclins à lâcher plus de choses parce qu'elles se disent qu'elles pourront retransférer le joueur derrière si ça va pas. Je pense que c'est plus ça en fait qui change dans la valeur des tours de draft. Et puis là, on est sur des franchises qui les franchises qui ont fait ces moves-là sont pas des franchises qui attirent grand monde quand elles ont du cap space. Donc elles se disent que de toute façon, là on a un haut choix de draft. On a un haut choix de draft qui a bien fonctionné, en qui on croit. Et je pense qu'il y a aussi l'autre chose qui a changé, c'est que la plupart des équipes ne pensent plus au 3e contrat en fait. Elles veulent
essayer de gagner pendant le deuxième contrat du joueur, parce qu'elles se disent que dans le troisième contrat, faut dire que avant la fin du deuxième contrat, faut que j'ai assez d'éléments pour savoir est-ce que je retransfère mon joueur pour récupérer ce que j'ai lâché en pick de draft, ou est-ce que je continue, j'ai une équipe assez forte pour répondre aux objectifs que je me suis fixés. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit peut-être une accélération de certains projets en se disant, tu vois, les Dallas, ils ont fait un peu pareil avec Doncic, où ils ont essayé de mettre des joueurs, peut-être des joueurs un peu âgés, ou fonder une équipe très vite, parce qu'ils se sont rendus compte que ce gars-là, ce contrat rookie, il est très fort. Peut-être que à la fin de son deuxième contrat, il restera pas. Alors, il y a aucun signe de ça. Hein. Peut-être à la fin de son deuxième contrat, il restera pas. Donc, il faut qu'on essaie de gagner sur les 7 premières années de son contrat NBA. Donc, est-ce que tu vas plus tout faire pour être bon dès la 3e année qui t'a dilapidé le futur, dès la 3e année et dilapider le futur, ou est-ce que tu veux faire un truc un peu ascendant, ou c'est à partir de la 5e année que tu mises, sauf que c'est peut-être déjà trop tard. Je vais te lancer sur ça, Amine, justement, parce que tu voulais nous en parler. J'ai noté la petite phrase. Tu nous as dit dans la première partie, on croit vraiment en Mobley. Et justement, on voit que, comme on en parlait avant de commencer, les moves pour des jeunes joueurs à potentiel, on fait les moves de plus en plus tôt dans leur progression NBA. C'est ça. Je sais pas à quoi c'est dû réellement, si c'est dû vraiment au fait de savoir qu'on détient une pépite, ou la peur récente de voir assez vite des jeunes pépites en avoir marre, en fait, d'être mauvais. Mais en tout cas, il y a une volonté chez les équipes qui semblent avoir déniché le talent de vouloir tout de suite les entourer pour au moins ne pas les frustrer, je pense. Tout de suite être compétitif. Et en vérité, faire des playoffs, c'est de l'expérience et de l'XP. Ça permet d'avancer. Toute l'équipe autour avance et on se construit plus intelligemment comme ça, plutôt qu'en se battant pour le play-in tous les ans et en essayant d'obtenir quelque chose. Donc je pense que l'idée, c'est que effectivement Atlanta, on voit qu'ils croient beaucoup en Trae Young, Cleveland croit en Mitchell, croit en Garland, croit en Mobley. Minnesota, ils ont eu l'arrivée d'Anthony Edwards qui a changé beaucoup de choses aussi dans leur esprit. Dallas, c'est ce qu'ils ont essayé de faire au début en ajoutant Porzingis très très vite à Doncic. Ça n'a pas marché, mais n'empêche que c'était l'idée. On a vraiment l'impression que, pareil avec Zion cette année, avec l'arrivée de McCollum, même si Zion ne jouait pas, mine de rien, ils ont fait le move pour McCollum parce qu'il fallait tout de suite arrêter d'être mauvais et ajouter à Ingram et à Zion un joueur capable d'améliorer l'équipe. On a l'impression que les general managers veulent bouger très vite pour essayer d'obtenir les pièces qui manquent pour être au moins compétitifs. Ça amène beaucoup de questions. C'est peut-être aussi le côté égoïste des general managers, c'est-à-dire que parfois tu veux trop prévoir le futur et quand le futur arrive, t'es plus là. Ouais. Ça me fait penser moi à plusieurs choses. Alors la première, qu'il faudra peut-être aborder dans d'autres podcasts, mais ça pose beaucoup de questions du coup sur les 2 ou 3 premières années du joueur en question, parce que si tu veux être capable de faire ce coup d'accélérateur, faut l'avoir placé dans un environnement sain pour pouvoir l'évaluer. Ça donc remet en question certaines reconstructions assez agressives. Mais moi, ça m'amène surtout à penser, les gars, cette fameuse fusée en 3 temps. Donc, tu reconstruis. Ensuite, à la période où tu commences à devenir bon, et ensuite, t'es vraiment bon. La deuxième phase, elle se raccourcit de plus en plus parce que Cleveland, il y a 1 an, en gros, il y a 1 an, on fait nos previews en se disant est-ce qu'ils ont vraiment leur précieux? On se rend compte qu'ils ont un double précieux, Garland, Mobley, boum, on est agressif. Mini, il y a 1 an, on se dit où est-ce qu'on va? Boum, on fait une bonne saison, on voit que Edwards, ça peut être dominant, on fait Gobert. Bon, les Hawks le font 1 an trop tard, mais il y a cette fameuse saison, ils explosent, ils vont en finale de conf. Il y a 1 an maintenant, les gars, c'est ça la nouvelle de timeline? Les Cavs, il y a 1 an, ils avaient un over-under à 26,5. T'imagines? Et là, ils sont 11e pour le titre. Ouais, c'est incroyable. Mais tu vois, on parle souvent dans la NBA le côté milieu, que les équipes n'aiment pas rester au milieu. Mais en fait, là, c'est même pas les équipes ne veulent pas rester au milieu, elles veulent pas aller au milieu. Et je pense que le truc, non mais c'est ça le truc, les équipes veulent sauter le milieu. Tu vois, c'est même pas l'histoire de on veut pas rester au milieu pendant 2 années végéter. Là, on veut vraiment sauter le milieu. Et le problème que ça cause, c'est que
t'as des équipes qui essayent, si tout le monde essaye de sauter le milieu, le milieu, en fait, la zone du milieu augmente. C'est ça. La zone du milieu augmente par défaut. Et si en haut de la ligue, ça baisse moins vite que la vitesse à laquelle les équipes qui sont en bas essayent de monter, t'as un embouteillage. Tu vas avoir un embouteillage à un moment donné quelque part. Tu vas avoir un goulot d'étranglement à côté quelque part. Et ce qui va se passer, c'est que des équipes qui ont fait des all-in vont se retrouver au milieu plus tôt, tout simplement parce que des équipes qui étaient plus basses ont progressé trop vite par rapport à elles, pardon. Un avis là-dessus, Amine? Oui, je suis totalement d'accord en fait. C'est d'ailleurs on commence à voir, on le voit nous-mêmes très rapidement quand on voit justement, on s'imagine très facilement les Bulls qui ont été une darling pendant 6 mois l'année dernière, se retrouver aux alentours des 6-7e places assez facilement, comme Atlanta la saison d'avant qui avait terminé 5e ou 4e, 5e, et qui cette année ça surprenait presque personne en fait qu'il y ait comme les équipes progressent, ça descend de l'autre côté tout doucement. Et du coup, c'est une NBA qui bouge très vite. En fait, le fait que certains fassent des trades et n'hésitent pas à tenter le coup, ça pousse peut-être d'autres aussi à le faire. Donc tout ça, c'est un cercle. On ne sait pas s'il est vicieux ou vertueux, mais en tout cas, c'est un cercle qui commence à se mettre en place. Et voilà. Et c'est exactement ce qui arrive à Utah à l'Ouest. Sachant que tu vois, Tom, déjà, on peut voir des all-in qui alors je sais pas dans ce groupe d'équipes là qui on peut catégoriser en all-in, mais quand on a fait notre power ranking à l'est très rapidement, Bulls, Celtics, Heat, Sixers, Nets, il y a une équipe qui a pas l'avantage du terrain dans les 5 là déjà. C'est toutes des équipes qui perd au premier tour. Il y a une équipe qui perd au premier tour. C'est des équipes qui ont beaucoup investi et qui pourraient déjà pas avoir retour sur investissement. Peut-être pour avancer les gars, parce que j'en suis très fier de ces 3 équipes dont on a parlé aujourd'hui. Pour moi, ce qui m'a choqué dès que j'ai vu le trade, enfin 1 heure après, c'est des équipes qui ont joué le play-in en fait. Et je me suis dit, effet pervers du play-in, on s'était dit le play-in, ça a comme vertu de rendre plus compétitifs les matchs de fin de saison avec les équipes 9, 10, 11 qui vont se battre. J'ai l'impression qu'en fait, c'est plutôt comme l'a dit Tom, elles veulent sauter le milieu. Les équipes se sont dit très vite, non, on veut pas faire ce bidule, ce truc, on veut être top 6. Donc en fait, on investit pour être top 6 parce que c'est assez intéressant de voir que Mini a donc investi après avoir fait le play-in, Cleveland a investi après avoir perdu au play-in après une saison régulière un peu qui avait été encourageante, qui les aurait amenés en play-off dans un ancien format. Atlanta a déjà goûté au play-in et s'est dit, alors non, on veut pas le revivre. Et puis si on remonte aux années d'avant, les Lakers le font après une saison régulière compliquée, ils arrivent à le passer, mais ils perdent en play-off. Boum, ils font le trade Westbrook avec les résultats que ça. Boston a bougé. Enfin, les équipes semblent vraiment prêtes à bouger pour ça. Même Memphis a changé totalement la façon dont son équipe était construite en faisant le trade de Valanciunas ou des choses comme ça. Et limite, tu peux te dire que les équipes qui n'ont pas bougé, c'est des équipes qui ont eu des renforts dans leur effectif. Par exemple, si on prend par exemple les Warriors n'ont pas bougé parce qu'ils savaient qu'ils allaient récupérer Klay Thompson. T'as les Pelicans cette année qui n'ont pas énormément bougé parce qu'ils savaient qu'ils allaient récupérer Zion. Donc au final, tout le monde bouge pour un peu éviter ce qui s'est passé avec les Clippers l'an dernier, enfin cette saison, enfin du moins à la fin de la saison, où t'as Paul George qui chope le Covid, protocole Covid pour ton deuxième match du play-in, tu te fais sortir, tu fais pas les playoffs. Non mais c'est la triste réalité, hein. C'est la triste réalité. Et t'as la même chose pour comment ça s'appelle, les Warriors l'an dernier, qui sont tout près de sortir les Lakers et qui se font sortir par Memphis juste après. C'est parce que, alors on a peu de données pour l'instant, mais cette volonté de rendre plus compétitif les matchs pour 9, 10, 11, 12 peut-être, pour l'instant le 10 il est à 0,4, le 7 il est à 4-0 et c'est plutôt les 8-9 ou le 8 à 1 victoire et le 9-3 victoires. Donc à voir, mais pour moi je peux pas m'empêcher de penser que les équipes, et pour revenir un peu sur tout ce que vous avez dit, ça commence à faire pas beaucoup, hein, parce que dans le top 6 de sa conf, faut investir beaucoup pour y arriver. Sinon, il y a que les Hornets qui ont pas bougé. On se demande pourquoi.
Les Hornets, ils aiment bien être 10. Ils aiment bien être 10 et faire une performance cataclysmique. Ouais, mais eux aussi, ils vont reculer. Eux aussi, ils risquent de reculer. Ouais, mais on va peut-être finir du coup avec les dommages. Enfin, on a quelques petits trucs à finir rapidement avec les dommages collatéraux, comme les a appelés Tom. Alors lui, il doit plutôt sourire de cette situation-là. C'est Colin Sexton. La dernière fois qu'on a parlé des Cavs, on se demandait mais qu'est-ce qu'ils vont faire de Colin Sexton? Il est envoyé à Utah. Il a signé un beau contrat de 4 ans et 72 millions. Tom, c'est parfait. Enfin, parfait. Il aura des ballons. Bon retournement de situation pour lui. Ouais, clairement, c'est vraiment le 360. Tu vois l'espèce de truc là dans Mario, tu prends la peau de banane, tu fais bah, c'est exactement ça. Le gars, enfin, il était peut-être à 2 doigts de prendre il y a, je crois, c'est Brian Windorf qui en parlait dans un de ses podcasts de collectif, qui disait que il y a une semaine avant, Colin Sexton, c'était la qualifying offer qu'il avait, quoi. Donc de passer de 9 millions garantis à 72, bravo monsieur, bravo monsieur. Ouais, Amine, on peut se dire ça. C'est vrai que après cette équipe, on a décidé de pas trop parler d'Utah aujourd'hui pour se concentrer un peu sur les moves de l'été, mais cette équipe d'Utah, alors on souligne ce que fait Danny Ainge, mais en termes de joueurs, en termes de ballon, ça va être marrant quand même parce qu'on a un paquet d'arrières qui veulent le ballon dans l'effectif. Non, c'est clair. Bon, après, je pense que Sexton va celui qui va en avoir le plus normalement, mais effectivement, il y a Beasley qui est chez eux. C'est difficile même à lire l'effectif des Jazz avec tout ce qui est arrivé récemment. Mais de toute façon, je pense que Utah cette saison, ça va pas chercher à faire grand chose à part à perdre des matchs. Donc, je pense que c'est le dernier de leurs problèmes que le partage de la gonfle soit compliqué. Et ils vont juste essayer de perdre des matchs et ça va très bien le faire, je pense, avec l'effectif qu'ils ont concocté. Wembanyama peut-être. Tank Commander, ils ont de bons tank Commander avec THT, Nickel Alexander Walker. Nickel Alexander Walker. Lui, c'est de l'année dernière. Qui va peut-être dernière. partir. Malik Beasley. Ils ont donc Sexton maintenant. Ouais, c'est compliqué. Sachant que Conley, peut-être ses jours sont comptés, on verra. Tom, je sais que tu voulais en parler. On a appelé ça les pics à l'ouest. Parce qu'encore une fois, un joueur va à l'est, et ça, je ne manquerai pas de le préciser, mais des pics vont à l'ouest, Tom. Et tu commences à parler d'un déséquilibre. Bah c'est ça, parce que quand tu regardes, on disait par exemple que la conférence Ouest c'est un peu compliqué. Alors oui, l'écart c'est certainement resserré entre l'Est et l'Ouest, mais quand tu regardes par exemple, même pour faire des classements aujourd'hui dans la conférence Ouest, tu te dis que tout le monde joue jusqu'à Sacramento et que tu écartes. Si par exemple tu écartes San Antonio, OKC, Houston et maintenant Utah, tout le monde joue. Sauf que les 4 équipes que j'ai citées là. Si tu rajoutes New Orleans, elles ont pléthore de pics. Elles ont pléthore de pics pour les prochaines années à venir. Et du coup, je me dis que, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand ces équipes-là vont être prêtes au même moment, puisque j'imagine qu'elles vont être prêtes à gagner peut-être potentiellement au même moment à 1-2 années près, et qu'elles vont cibler les mêmes profils, qu'est-ce qu'on aura comme type d'offre sur la table? Parce qu'on a vu que, par exemple, l'offre des Knicks, les Knicks, pouvaient potentiellement donner plus à Utah pour le transfert de Donovan Mitchell, sauf que ils pouvaient donner plus, mais comme ils avaient plus en magasin, Utah demandait, c'est-à-dire que plutôt que faire une offre brute, il faudrait une offre relative en fonction de ce que toi tu peux donner. Et je pense que par exemple, quand tu vas venir à la table et tu vas proposer 3 pics alors que tu en as 12, les gars vont te dire, non, ne nous prends pas au sérieux. Tu nous prends pas au sérieux. Et je pense que c'est un peu ce qui va se passer si par exemple, je sais pas, moi, je dis un truc comme ça, peut-être si dans 3 ans, par exemple, Bam, ou, comment il s'appelle, peut-être, Jason Tatum, ou des gars comme ça. Je sais pas, moi, peut-être Ja Morant, ou des gars comme ça, clairement. Ces gars-là, si un jour ils viennent à être disponibles et que ces équipes-là se battent pour ces joueurs-là, crois-moi que les offres que tu auras, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a là, tu vois. Parce que ces équipes-là ont ramassé tellement de choses que tu vas pas pouvoir te ramener avec une offre normale. Et je pense que ça peut leur jouer des tours dans leurs négociations. Et c'est ce qui était arrivé à un moment affilié à Boston. C'est-à-dire que les pics qu'ils avaient beaucoup plus de valeur que les joueurs
qui voulaient acquérir avec ces pics-là. Donc, soit tu perdais de la valeur du pic parce que le joueur ne valait pas forcément un pic, ou soit tu ne faisais pas le move tout simplement parce que tu estimais que le pic pouvait te rapporter plus. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de non-move en fait avec Danny Ainge, puisque la valeur des pics était trop importante pour les joueurs qui voulaient acquérir pour renforcer l'équipe au moment où ils voulaient le faire. Et tu te retrouves avec des situations à la RG Hunter où tu as aussi trop de pics pour l'effectif que du nombre de joueurs. Mais effectivement, ça aussi c'est arrivé aussi à Philly où t'as tellement en fait de contrats rookies que t'as rien pour matcher. Tu veux bien trader pour des mecs, mais t'as rien pour matcher en fait. Il te faut des joueurs, il faut envoyer des salaires contre des choses. Tu peux pas faire qu'ingérer des choses comme ça. Ça fait très football prix PSG Manchester City quoi. Il y a un prix pour il y a pas le même prix pour toutes les équipes. Bref. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus Amine. Moi je dis juste que on a souvent critiqué l'Est en termes de star power, mais quand on regarde dans notre DH20 c'est la difficulté cette année, les auditeurs vous nous l'avez déjà dit, cette année la difficulté c'est entre 13-14 et 20-25 où en fait quasiment ça se joue à un cheveu. Et ben dans ce tiers-là, il y a un paquet de joueurs à l'Est en fait. En particulier sur 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Moi, j'ai beaucoup de joueurs de l'Est, donc ils ont peut-être pas encore le superstar power, mais je trouve qu'en termes de troisième option, l'Est, avec ce qui s'est passé notamment cet été, même un Jalen Brunson, c'est peut-être une classe en dessous, mais il se renforce. La conférence se renforce globalement. Oui, je suis tout à fait d'accord. L'Est est de plus en plus fort. Les très bonnes équipes, à part, en fait, il y a Brooklyn, c'est à part, on sait pas trop. Disons que même Brooklyn, c'est plus ou moins renforcé en vérité, avec quelques acquisitions intelligentes, Royce O'Neal, TJ Warren, tout ça pour dans le cas où KD et Kyrie restaient, et finalement ça a l'air de se faire. Mais sinon, même les grosses écuries comme Milwaukee qui va chercher Joe Ingles, je trouve que c'est très malin. Philly qui a fait un bon marché avec Melton, avec Tucker, avec House. Boston qui va aller chercher Brogdon, même si tout ça c'est du théorique. Même les grosses cylindrées essayent d'être encore meilleures. Celles qui sont en dessous essayent de s'améliorer pour être avec les grosses cylindrées. Et du coup, on a une conférence qui commence à être vraiment sérieuse face à la conférence Ouest actuellement. C'est parce qu'on se pose, je pense, beaucoup de questions sur l'Ouest aussi. L'Ouest, Denver a l'air très fort. Denver théoriquement est très fort, mais on sait pas avec Denver. Les Clippers sont théoriquement très forts, mais on sait pas avec Denver. Les Warriors ont pris une année. Les Suns, la dernière fois qu'on les a vus, c'était un naufrage. Donc il y a beaucoup de questions aussi sur l'Ouest. Le prochain Donovan Mitchell, les gars. Tom nous a posé cette question. C'est qui le prochain All-Star à être tradé? C'est là où on se fait des Allez, je vous donne mon choix. Moi j'ai dit le prochain. Alors ça va être compliqué avec son contrat gargantuesque, mais Damian Lillard. Ah, j'y crois pas. Moi non plus. Lui, j'y crois pas. Pourquoi vous y croyez pas? Ça m'intéresse. Le contrat, déjà, c'est enfin, il y a une partie du contrat. Je pense que les équipes, parce que Damian Lillard, vu l'âge qu'il a, je pense pas que, tu vois, une équipe qui est jeune et en reconstruction ira le chercher lui, tu vois, par rapport à l'âge, le contrat, la valeur. Même si sur le terrain Damian Lillard, c'est vraiment une valeur vraiment très très sûre, une valeur supérieure même, surtout au poste auquel il est. Mais avec une jeune équipe, aller chercher mais parce que dans la question, il fallait trouver une jeune équipe. Ah non, mais si tu prends les équipes qui font les moves play-in et tout ça, si on reste sur les équipes qui font les moves pour aller chercher, après, si on se dit la prochaine équipe à déconstruire, c'est peut-être Portland. Oui, de ce cas-là, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être Portland. Mais je trouve que Lillard, par rapport à ce qu'il représente, je pense qu'il va rester peut-être quelques années encore. Je pense pas qu'ils l'échangeront comme ça. Je suis de ton avis. Je pense même que c'est un truc un peu l'impression que s'il avait dû partir, c'était là ces derniers temps en fait. C'était le moment où il y avait du semblant de reconstruction à Portland, tout ça, et que c'était le moment où il devait partir. Et aussi les équipes où il fait vraiment sens. Lillard, c'est des équipes qui ont plus grand chose à envoyer en fait.
Pour moi, Lillard, s'il doit partir de Portland, lui, c'est vraiment la grosse équipe qui doit jouer le titre demain. Et c'est des équipes qui ont plus rien à envoyer en fait. Elles ont quasiment toutes utilisé leur pic, leur payroll, elle est complète. Donc pour moi, c'est pour ça que Lillard, ça me paraît pas si évident. Bon, vous m'avez démonté. Bah, vous avez qui du coup là, parce que vous vous moquez de mon choix. Ah non, pas du tout. Moi, Non, je pense à 3 joueurs avec à chaque fois, il y a un cas particulier à chaque. Le premier, il va vous choquer, Anthony Davis. Si les Lakers sont la même saison, même si LeBron a re-signé, je pense ça me choquerait pas. Il pourrait potentiellement être disponible, enfin être rendu disponible. Hein. Je pense lui. Je pense en deuxième joueur, peut-être Zach LaVine, mais peut-être dans 1 ou 2 ans, si jamais, parce que on va arriver à une période où il va falloir peut-être prolonger Vucevic. Il y aura peut-être si DeMar DeRozan fait une saison un peu moins bonne que ce qu'il a fait la saison dernière, on peut peut-être voir le niveau en fait de cette équipe par rapport à l'échelle de la ligue où ils seront un petit peu plus bas et du coup les Bulls vont peut-être partir sur un processus où ils reconstruiraient avec ce qu'ils auraient récupéré par exemple pour Zach LaVine et comment il s'appelle leur 3-4 Pat Williams. Et Pat Williams, voilà. Et Pat Williams, du coup, qui partirait là-dessus. Et sinon, l'autre joueur que je vois, c'est Pascal Siakam. Je trouve que Pascal Siakam, je trouve que, enfin, le gars est super fort. Ils sont dans une rotation ils sont à 3 pour jouer sur 2 postes. Vraiment avec OG Anunoby qui est peut-être un des joueurs un des seuls joueurs qui a plus de valeur pour toutes les autres équipes de la ligue que pour l'équipe dans laquelle il est. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Donc du coup, je me dis que peut-être Pascal Siakam, par exemple, si Pascal Siakam, il est All-NBA cette année, eh ben il est éligible au Supermax. Est-ce que dans une équipe où t'as Scottie Barnes, ton précieux, qui joue sur le même poste, tu vas donner le Supermax à Siakam? Sachant que Siakam, il a encore une bonne valeur et que c'est un joueur qui peut accompagner pas mal d'équipes qui seront un peu dans la zone, comme tu disais, Ben. Alors, tu vois, par exemple, Siakam à Memphis ou à Dallas, moi, ça me choquerait pas. On va lancer Amine, j'avais pensé à Siakam, mais j'ai repensé au moment de mettre Siakam aux rumeurs comme quoi OG serait pas heureux de ouf à Toronto. Et je me suis dit qu'il pourrait peut-être sacrifier. On sait pas, tu vois. Ouais, il pourrait peut-être sacrifier le role player avant de sacrifier le All-NBA. Mais j'y ai pensé. Siakam, je pense qu'il est très haut dans la liste. Amine, du coup. Moi, j'avais pas pensé à Siakam, mais je trouve que c'est une très bonne idée qui fait plus sens que celle que j'avais eue. Mais j'avais pas vraiment pensé à Siakam. En fait, le côté Scottie Barnes, même poste et tout, c'est vraiment quelque chose qui peut laisser vraiment imaginer ça. Et moi, j'avais pensé, je me convainc même pas moi-même, mais j'avais pensé à Booker quand même, parce que je suis inquiet de l'avenir des Suns en fait à moyen terme, et je pense que c'est possible que on soit dans la dernière année où on cherche vraiment à être contender et qu'après ça risque d'être compliqué. Donc une décision de Booker. Oui, je me pose la question plutôt dans ce sens-là plutôt que du côté des Suns. C'est-à-dire que Chris Paul va forcément continuer à être plus vieux et donc à être moins bon. Son contrat, il est toujours là. Ayton, on voit que c'est une histoire hyper compliquée. Franchement, les Suns, il y a 6 mois, on avait l'impression qu'ils avaient une autoroute pour être champion NBA, et en 6 mois, on a l'impression que c'est plus sur la fin que vers le haut. Et je vois bien Booker demander le trade si ça tourne vraiment mal. C'est là où je me pose vraiment la question, c'est que je pense que Phoenix sera encore compétitif cette année et sera encore fort cette année. Donc peut-être que c'est un peu tôt pour l'instant, mais je pense qu'une fois que cette période sera passée, ça peut aller vers le trade. Eh bien, question pour vous. Et si c'était Donovan Mitchell? Alors non, parce que je crois pas au player tanking. La théorie de Ben Golliver. Je ne crois pas aux joueurs qui, s'il force sa sortie, il peut aller où après? À New York. Knicks. Ouais, un peu comme James Harden, tu vois. Ouais. Je trouve. J'y crois pas non plus. Parce que j'y crois pas, mais on est surpris partout, quoi.
Non. Ouais. Après, par contre, de là à dire est-ce que Donovan Mitchell va signer son contrat d'après au Cavs, ça va être un long débat. Mais je pense qu'il est là quand même pour 1 ou 2 ans. C'est en termes de presse, c'est compliqué de faire 2 fois le move pour un joueur. Ah mais on a oublié les gars, c'est évident, c'est un mec des Nets. C'est évident, c'est soit Durant, soit Simmons, soit Irving, je pense. Ouais, mais eux ils comptent pas parce que pour moi Durant il est à moitié encore dans le trade block en fait. C'est-à-dire que quand l'explication c'est un communiqué dans lequel le proprio inclut sa femme, moi je ne crois pas à la résolution du conflit. Moi pour moi c'est toujours ouvert. Bref, Tom t'as parlé des Knicks, on va conclure là-dessus les gars. Est-ce qu'on tape pas un peu sur... Alors les Knicks ont été moqués, hein, vous avez même pas été capable d'avoir Mitchell alors que toutes les rumeurs depuis 2 mois l'envoyaient là-bas. Est-ce qu'ils ont pas eu raison finalement de pas surenchérir les gars, selon vous? Allez Amine, on te lance. Moi je pense que, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient vraiment à faire, parce qu'on a entendu quand même que l'idée c'était surtout de ne pas mettre Quentin Grimes, donc si c'est juste ça, je sais pas s'ils ont eu raison, mais en tout cas, le fit Mitchell New York, surtout depuis qu'ils ont fait Brunson, me paraissait beaucoup plus compliqué que le fit à Cleveland. C'est-à-dire que à New York, t'as pas la raquette que t'as à Cleveland pour protéger un backcourt petit avec Brunson et Mitchell. En plus, il y a aucun des deux qui aurait été gestionnaire. Donc moi, j'ai jamais été emballé par l'idée, même si c'est Mitchell, c'est une superstar, c'est un joueur qui aurait porté New York. Mais après le deal Brunson, j'étais pas emballé par le fait Mitchell à New York. Donc moi, je pense qu'ils s'en sortent bien pour l'instant et que faudra aller chercher une autre star, vu qu'ils veulent une star. C'est New York, c'est les stars, c'est Broadway. Tom, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'en fait, New York, ils avaient plus envie d'avoir Donovan Mitchell pour un package un peu cheap que d'avoir Donovan Mitchell. Et je pense que les fans non mais c'est vrai, je pense que les fans de New York, ils sont plus rassurés. Enfin, je pense qu'ils avaient plus peur de surpayer pour Donovan Mitchell plus qu'ils avaient envie de l'avoir en fait. Et à partir du moment où le budget rentre en compte, parce que en fait, le truc avec les Knicks, c'est que c'est à double tranchant. Eux, ils se disent, ils font Mitchell pour pouvoir après aller chercher l'autre joueur. Donc ça veut dire qu'ils doivent pas envoyer tous les assets pour Mitchell, parce qu'après ils auraient plus rien pour choper l'autre joueur. Et de notre côté, t'as Utah qui dit, mais les gars, si on vous laisse des assets pour que vous alliez chercher d'autres joueurs, ben au final vos picks ils vont ne servir à rien puisque votre équipe sera plus forte. Donc tu vois, c'est un peu un dialogue de sourds où tu te dis que ben c'était vraiment, je pense que c'était trop obvious pour que ce soit si évident que ça. Et en fait, je pense que ils ont fait le meilleur choix. Donc là, retour peut-être à la draft, essayer la progression organique des joueurs. Mais encore une fois, la problématique de cette équipe-là, c'est qu'ils ont des pics de draft, ils ont des jeunes, mais si tu vas te retrouver avec des vétérans qui jouent 30, 40 minutes. C'est tu vas te retrouver avec Obi Toppin 15 minutes, des choses comme ça. Alors que voilà, c'est ça malheureusement ce qui va se passer. Hein. C'est peut-être la conclusion de cet épisode. On a beaucoup mis en avant ces recherches d'accélération, cette NBA qui devient de plus en plus binaire, et au milieu de ça, les Knicks sont un peu dans le no man's land où ils ont pas une avalanche de choix de draft, ils ont quelques jeunes joueurs, mais ils ont pas de pépites vraiment, ils ont pas de collection d'assets, mais c'est pas une équipe qui joue vraiment l'avantage du terrain au play-in, par exemple. Ils sont un peu encore dans le no man's land, et peut-être que les Knicks voulaient pas lâcher tout parce que Donovan Mitchell, sans l'assurance du deuxième joueur, c'était pas la certitude de sortir de ce no man's land non plus, quoi, tout simplement. Eh bien, on arrive bientôt à l'heure et quart. On va conclure là-dessus. Amine, ton impression, est-ce qu'on a été trop méchant? Est-ce qu'on mange? Comment ça s'est passé? Pas du tout, non. Un peu plus stressé au début qu'à la fin, mais ça s'est très bien passé et je suis vraiment très content. Eh ben, c'était parfait pour nous aussi, et c'était riche. Hein. On avait mis beaucoup de sujets d'angles à aborder, donc c'était assez riche. On vous invite, comme d'habitude, à nous faire des retours sur Twitter, sur YouTube, partout. Et puis par adresse mail, je sais certains aiment bien faire le retour par adresse mail dunkebdo@gmail.com. On vous rappelle également, pour ceux qui veulent participer, de remplir le DH20, le sondage est dans la description pour nous donner vos 20 meilleurs joueurs NBA. Eh bien, nous,
On va taffer sur ça justement, parce que nous aussi, notre DH20, on doit bientôt le rendre. On doit faire tous les calculs arithmétiques Excel de Tom, et puis on va se retrouver très très vite pour vous donner le fameux classement. Il est prévu aussi, la saison NBA se rapproche. On est très heureux. On vous remercie de nous avoir écoutés, et puis on vous souhaite une très bonne semaine. Salut! Salut.